Si l'on prend du recul sur l'histoire de l'humanité, on remarque qu'il y a de nombreux événements qui ont façonné la trajectoire de notre espèce à travers les époques. Que ce soit les guerres, les changements politiques, l'émergence de religions, les révolutions sociales, technologiques, scientifiques et bien d'autres. Mais si l'on est pressé et que nous devons résumer l'ensemble de l'histoire d'Homo sapiens à une race extraterrestre, il est possible de le faire en seulement 3 grandes révolutions, selon l'historien Yuval Noah Harari. La première, c'est la révolution cognitive, qui est apparue il y a environ 100 000 à 70 000 ans. Une espèce insignifiante appartenant à la famille des grands singes, localisée dans un petit coin de l'Afrique de l'Est, commença à développer des capacités cognitives uniques comme la pensée abstraite, la mémoire, le raisonnement ou encore la communication en groupe, ce qui lui permit de devenir l'animal le plus puissant sur la planète. Homo sapiens s'est répandu ensuite sur tous les continents et finit par devenir le seul représentant du genre Homo. La seconde grande révolution se déroula il y a environ 12 000 ans. Étant essentiellement des tribus nomades de chasseurs-cueilleurs, des Homo sapiens du bassin mésopotamien, en Chine ou encore en Amérique du Sud, domestiquèrent certains types de plantes et animaux. Ce changement permit la sédentarisation, la construction de cités et l'élaboration de structures sociétales plus complexes. Cette deuxième révolution, appelée révolution agricole, engendra une explosion de la population. Et enfin, la troisième révolution eut lieu il y a 500 ans, principalement en Europe, avec la révolution scientifique. Elle a permis à Homo sapiens de comprendre de plus en plus les lois qui gouvernent le monde autour de lui, mais également à l'intérieur. Cette compréhension fut la clé permettant la maîtrise de certaines forces de la nature, l'utilisation de nouvelles sources d'énergie et l'exploitation de la puissance des machines. Elle permit la révolution industrielle au XVIIIe siècle qui engendra également une explosion de la population grâce notamment au progrès de la médecine et à l'agriculture de masse. Mais si on se projette dans un siècle ou deux, notre époque sera peut-être perçue comme le début de la 4e grande révolution, une sorte de 2e révolution cognitive, où l'intelligence d'Homo sapiens sera décuplée par un facteur si grand que cela pourrait bien déboucher sur la naissance d'une nouvelle espèce. La 4e révolution sera la révolution de l'intelligence artificielle, l'ultime révolution. Mais commençons par un peu d'histoire. Le terme intelligence artificielle serait apparu officiellement en 1956 lors d'une conférence dans le New Hampshire, aux États-Unis. Mais le concept d'une machine ou objet capable de raisonnement et de pensée complexe remonte bien plus loin dans l'histoire de l'humanité. C'est notamment à travers les anciens mythes que l'on trouve le plus de récits illustrant cette notion, comme avec le mythe de Talos, un automate géant fait de bronze ayant pour but de protéger Europe, mère du roi de Crète. Il y a aussi la statue de Pygmalion qui prend vie, ou encore dans la mythologie juive avec le golem, un humanoïde fait d'argile qui se voit insuffler la vie afin de défendre son créateur. C'est à croire que l'idée de créer la vie et d'élaborer une copie de nous-mêmes est profondément ancrée dans la psyché humaine. Mais les philosophes de nombreuses civilisations se sont intéressés à l'idée de comprendre la pensée humaine par une approche mécanisée, ce qui implique la possibilité de la reproduire. C'est le début de la logique et du raisonnement. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, Aristote invente un système de raisonnement logique appelé syllogisme. C'est important car la programmation informatique est un prolongement de l'approche mathématique de la logique. Le syllogisme fonctionne en mettant en relation 3 propositions afin d'en déduire un résultat. Un exemple très connu, tous les hommes sont mortels, or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Le mathématicien et astronome arabe Al-Khwarizmi fonda la discipline de l'algèbre et donna son nom au terme algorithme, au IXe siècle après Jésus-Christ. Le philosophe espagnol Roman Lull est considéré comme un pionnier du calcul informatique par le système de classification qu'il a inventé. Au XVIIe siècle, plusieurs philosophes explorent la possibilité que la pensée puisse être expliquée par un ensemble d'opérations algorithmiques, ce qui fait de l'être humain et les animaux ni plus ni moins que des machines complexes.
C'est le cas avec Leibniz, qui a spéculé que la raison humaine pourrait être réduite à un calcul mécanique et à qui on doit la première utilisation d'un système binaire. Mais aussi René Descartes et Hobbes, avec sa célèbre citation « Reason is nothing but reckoning », que j'ai traduit par « La raison n'est rien d'autre que du calcul mathématique ». Au XVIIIe siècle, les jouets mécaniques sont très populaires. En 1769, l'ingénieur hongrois Baron Wolfgang von Kepelen construit une machine à jouer aux échecs pour amuser la reine autrichienne Maria Theresia. C'était un appareil mécanique appelé le Turc, car ressemblant à un homme turc traditionnel de l'époque. C'est un des automates les plus célèbres de l'histoire, mais qui était en réalité un canular bien ficelé. Toutefois, cela montre la fascination de construire des machines capables de s'adonner à des activités intellectuelles, comme les échecs. En 1818, Mary Shelley publie l'une des premières histoires de science-fiction, Le monstre de Frankenstein, qui raconte l'histoire d'une créature conçue de toutes pièces. Cette dernière prend vie et devient folle, se rebellant contre son créateur. Une thématique reprise de nombreuses fois par la suite, surtout dans le domaine de l'intelligence artificielle, des robots et des machines. La première machine fonctionnelle capable de jouer aux échecs remonte à 1912 avec l'invention de ajedrecista par Leonardo Torres. Le terme robot est utilisé pour la première fois dans une pièce de théâtre à Londres en 1923, écrit par Karel Čapek. Alors bien sûr, l'histoire de l'intelligence artificielle côtoie étroitement celle de l'informatique. Le XXe siècle peut donc sûrement être considéré comme le siècle qui a vu naître cette discipline. Toutefois, il ne faut pas oublier que des machines à calculer ont été construites depuis l'Antiquité et améliorées à travers l'histoire par de nombreux mathématiciens. Le mécanisme d'Anticythère est le premier ordinateur analogique et mécanique, datant d'au moins 2000 ans. Charles Babbage et Ada Lovelace sont souvent considérés comme les premiers pionniers de l'informatique au début du XIXe siècle. Ils ont développé les plans pour un ordinateur analogue appelé la machine analytique. Ada Lovelace formula pour la première fois la notion de programme. Mais la machine analytique ne fut fabriquée qu'après leur mort. On fait un saut dans le temps pour assister à la naissance de l'informatique moderne, avec un nom qui ressort en particulier, Alan Turing. En 1936, Alan Turing et Alonzo Church publient la thèse de Church-Turing, une hypothèse sur la nature des dispositifs de calcul mécanique. La thèse soutient que tout calcul possible peut être effectué par un algorithme exécuté sur un ordinateur, à condition que suffisamment de temps et d'espace de stockage soient disponibles. Les premiers ordinateurs modernes furent les machines destinées à déchiffrer des codes nazis durant la Seconde Guerre mondiale, ENIAC et Colossus. Un des premiers ordinateurs programmables est attribué à l'ingénieur allemand Konrad Zuse en 1941 avec le Z3. Le concept de machine pensante se répand dans les années 40 et 50, avec des personnalités comme John von Neumann, Norbert Wiener et Claude Shannon. En 1950, Alan Turing stipule dans une publication que si une machine peut tenir une conversation sur un téléscripteur qui est indiscernable d'une conversation avec un être humain, il est raisonnable de dire que la machine pense. C'est ainsi que naît le célèbre test de Turing. On note aussi en 1950 la première apparition des célèbres 3 lois de la robotique par l'auteur de science-fiction Isaac Asimov. Loi numéro 1. Un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni, en restant passif, permettre qu'un être humain soit exposé au danger. Loi 2. Un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par un être humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la première loi. Loi 3. Un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi. Une quatrième loi, vue comme la loi 0, sera ajoutée dans la nouvelle « Les robots et l'Empire » en 1985. Loi 0. Un robot ne peut ni nuire à l'humanité, ni, restant passif, permettre que l'humanité souffre. Mais c'est en 1956, lors de la conférence de Dartmouth aux États-Unis, que l'on peut mettre une date précise sur la naissance du domaine de recherche intitulé « Intelligence artificielle ». L'idée maîtresse de la conférence, c'est que chaque aspect de l'apprentissage, ou toute autre caractéristique de l'intelligence, peut être décrit avec une telle précision qu'une machine peut être conçue pour la simuler. Et beaucoup de chercheurs appartenant à la première vague de recherche en IA étaient plutôt optimistes. Certains pensaient à la fin des années 50 que d'ici 10 ans, le champion du monde des échecs serait un ordinateur. Ou encore cette affirmation de Marvin Minsky en 1970. D'ici 3 à 8 ans, nous aurons une machine avec l'intelligence générale d'un être humain moyen.
Cet optimisme ne dura pas, puisque le domaine de l'intelligence artificielle connut un premier ralentissement de 1974 à 1985. Beaucoup de chercheurs avaient sous-estimé les difficultés et les limites technologiques de l'époque. Mais des notions intéressantes furent étudiées comme l'apprentissage automatique, le fameux machine learning ou les réseaux de neurones artificiels, avec le perceptron. Deux techniques utilisées aujourd'hui. L'histoire moderne de l'intelligence artificielle est une sorte de va-et-vient entre enthousiasme et déception, entre progrès et glaciation. Étant majoritairement financée par les gouvernements à cette époque, notamment aux États-Unis par la DARPA, c'est-à-dire le ministère de la Défense, les chercheurs étaient donc dépendants des subventions et si les progrès n'étaient pas assez rapides au goût des politiciens, il était très difficile de trouver les financements pour un projet impliquant l'intelligence artificielle. Ce qui a eu pour résultat d'engendrer 3 grandes vagues de recherche. La première commença en 1956, la seconde dans les années 80, et nous sommes actuellement dans la troisième depuis la fin du XXe siècle. Depuis le début des années 80, un nouveau type de programme appelé système expert permit un regain d'intérêt pour l'intelligence artificielle. Les systèmes experts sont conçus pour résoudre des problèmes complexes en raisonnant à travers des amas d'informations, représentés principalement comme des règles si, alors. Les entreprises du monde entier ont commencé à développer et utiliser des systèmes experts. Et en 1985, elles dépensaient plus d'1 milliard de dollars dans l'intelligence artificielle. Dans le même temps, les différents projets informatiques japonais ont inspiré les gouvernements américains et britanniques à rétablir le financement dans la recherche universitaire. Ce fut la deuxième vague de recherche en IA. Pourtant, dès le début des années 90, une nouvelle glaciation toucha le champ d'étude de l'intelligence artificielle, qui acquit une mauvaise réputation. Jugée irréaliste et donc une perte de temps. Il faut attendre la fin des années 90 pour finalement voir l'intelligence artificielle sur le devant de la scène avec un événement majeur. La victoire d'un ordinateur face au champion du monde d'échecs Garry Kasparov le 11 mai 1997. Deep Blue était un super ordinateur produit par IBM et capable de calculer jusqu'à 200 millions de coups par seconde. L'intelligence artificielle a commencé à être utilisée avec succès pour la logistique, l'exploration de données, le diagnostic médical, la robotique industrielle, la reconnaissance vocale, le moteur de recherche de Google et d'autres domaines. En grande partie grâce à une puissance de calcul croissante suivant la loi de Moore, qui est l'observation que le nombre de transistors dans un circuit intégré double environ tous les 2 ans, pour un coût constant de 1000 $. Le prix baisse pour une plus grande puissance de calcul. Cette troisième vague de recherche est toujours d'actualité. Elle ne semble pas être menacée par une nouvelle glaciation. Nous sommes désormais à un stade où les technologies ont prouvé concrètement qu'elles sont efficaces et utiles, ce qui encourage les investissements dans ce domaine. Le nom agent intelligent se répandit pour parler d'un système qui perçoit son environnement et prend des mesures afin de maximiser ses chances de succès. Selon cette définition, les programmes simples qui résolvent des problèmes spécifiques sont des agents intelligents. Le début du XXIe siècle voit de nombreux problèmes résolus, grâce aux algorithmes de l'intelligence artificielle. Pourtant, ce champ d'étude ne reçoit pas tous les crédits qu'il mérite. Toutes les innovations dans le domaine de l'intelligence artificielle sont réduites au statut de gadget de l'informatique. L'idée de pouvoir créer une IA ayant le niveau d'intelligence humain divisait toujours autant la communauté de chercheurs. Il y avait peu d'accords sur les raisons pour lesquelles nous n'avions pas réussi à réaliser le rêve qui avait captivé l'imagination du monde dans les années 60. De nombreux chercheurs en IA ont délibérément appelé leurs recherches par d'autres noms, tels que système cognitif ou intelligence computationnelle, en partie pour éviter d'être perçus comme des rêveurs, mais aussi car les nouveaux noms aidaient à obtenir des financements. Il faut également mentionner que le terme IA a souvent été associé à la science-fiction, notamment au cinéma, avec plusieurs succès planétaires. 2001 l'Odyssée de l'espace, Terminator ou encore Matrix. Le public avait donc une image exagérément fausse du domaine, avec cette idée que les machines vont se rebeller dès qu'elles seront intelligentes. Du coup, certains chercheurs préféraient tout simplement éviter le terme. Au fil du début du XXIe siècle et l'explosion d'Internet, l'accès à de grandes quantités de données ont permis des avancées majeures dans l'intelligence artificielle. En 2011, Watson, conçu par IBM, remporte le Jeopardy, un jeu de questions-réponses télévisé, face à 2 des meilleurs candidats de l'époque. IBM souhaite que Watson soit utilisé pour diagnostiquer des maladies. En mars 2016, le programme AlphaGo, développé par Google DeepMind, remporte 4 des 5 parties du jeu de Go dans un match avec un champion du domaine, Lee Sedol. Cela marque l'achèvement d'une étape importante dans le domaine de l'intelligence artificielle.
Le jeu de Go étant un jeu extrêmement complexe, bien plus que les échecs puisque chaque tour place le joueur face à des centaines de millions de combinaisons. En 2016, le marché des produits, matériels et logiciels liés à l'IA a atteint plus de 8 milliards de dollars. Le machine learning et le deep learning ont montré leur force dans la fabrication de systèmes capables de rivaliser avec l'être humain dans de nombreux domaines incluant la conduite de véhicules, la reconnaissance d'images et le langage. Google, Apple, Microsoft, Facebook, Amazon et les plus grandes entreprises de la Silicon Valley ont toutes misé sur l'intelligence artificielle en les mettant au cœur de leurs futures ambitions. Une chose est sûre, l'intelligence artificielle fera partie intégrante du futur de l'humanité. Dans la suite de cette série, nous verrons les implications que cela représente pour le monde de demain. Intelligence artificielle, l'ultime révolution est une série documentaire premium dans laquelle nous vous proposons d'explorer ensemble une trajectoire de développement probable d'une super intelligence artificielle. Nous partons de l'état actuel de la technologie pour tenter d'apporter des réponses à des questions essentielles. Quelles sont les pistes pour créer une intelligence artificielle générale? Comment contrôler une entité plus intelligente que l'ensemble de l'humanité? En quoi une super intelligence artificielle pose-t-elle un risque existentiel? Quelles pourraient être ses motivations et capacités, ou encore si nos machines pourraient devenir conscientes et les questions éthiques que ça entraîne. Ce premier épisode fait office d'introduction à la série. Nous avons fait le choix de vous l'offrir gratuitement. Pour découvrir la série complète en exclusivité sur le site theflair.com, suivez simplement le lien juste en dessous de cette vidéo.